Alors voilà, ben c'est parti. Pendant les prochaines minutes, je vous parle de randonnée. Je vous donne des trucs qui, j'espère, pourront vous être utiles et j'espère surtout vous donner le goût de partir en randonnée. Certains le font beaucoup, d'autres s'y sont initiés dans la dernière année, puis peut-être il y en a qui hésitent encore à partir en forêt, seul, en amis, en famille, ou même participer à des activités de groupe, parce qu'il existe là, dans la région des clubs de marche, dont au Sentier de l'Estrie. Alors voilà, aujourd'hui, je vous parle de d'abord la chose la plus importante, s'informer avant de partir en randonnée. Qu'est-ce que ça veut dire s'informer? Il y a toutes sortes de moyens, il y a toutes sortes d'endroits où on peut s'informer. Parfois, on va entendre parler d'un sentier par nos amis, nos connaissances, ou encore on va visiter des sites web de la région, des sites touristiques, des répertoires de randonnée pédestre. Et là, ça va nous donner des idées, ça va nous donner des envies de parcourir toutes sortes de sentiers. Par contre, je vous dirais, ce qui est très important, c'est d'aller chercher l'information de source, l'information officielle avant de partir. Et cette information-là, elle se trouve soit sur les sites Internet du gestionnaire de sentier ou encore en contactant directement le gestionnaire de sentier. C'est quoi ça, le gestionnaire de sentier? Ça peut être la CEPAC pour, par exemple, le Parc national du Mont-Fern. C'est les Sentiers de l'Estrie pour tous les sentiers gérés par les Sentiers de l'Estrie. Les sites des parcs régionaux, par exemple, on a le Parc régional du Mont-Ham, etc. Donc, c'est s'assurer d'aller chercher l'information la plus à jour. Parce que même si on a plein de données sur les Sentiers de l'Estrie, par exemple, sur différents sites Internet ou parmi nos amis, ou sur les groupes sociaux, les réseaux sociaux, ou même sur les applications, cette information-là, elle n'est pas nécessairement mise à jour constamment. Imaginez le travail que ça peut représenter là, pour les gestionnaires de sentiers de mettre à jour tous les sites qui peuvent contenir de l'information sur ces sentiers. Alors, c'est important de bien vous renseigner à la source avant de partir. Ça l'évite des mauvaises surprises, ça l'évite des déceptions et ça l'évite aussi de peut-être se retrouver dans des sentiers qui ne seraient pas officiels. Et là, ça peut causer d'autres problèmes justement pour les droits de passage, par exemple. Les applications. Il y a une tonne d'applications, AllTrail pour ne nommer que celles-là, qui peuvent être très utiles, très intéressantes. On a ça dans la main sur notre cellulaire et puis là, on voit des options, des parcours qui sont proposés, des gens ont commenté, puis « Ah, ben super, je vais m'en aller sur ce sentier-là. » Au Sentier de l'Estrie, pour ne donner qu'un exemple, AllTrail propose une certaine boucle, puis dans la réalité, elle n'existe pas, cette boucle-là. En fait, les randonneurs, sans mauvaise intention, ont emprunté un sentier où est-ce que le droit de passage n'est pas réel, et puis a proposé un circuit sur AllTrail. Ce qui fait que d'autres randonneurs viennent et débarquent, partent en randonnée sur un sentier où ce n'est pas autorisé, et effectivement, ça peut causer des problèmes, perte de droit de passage, ça peut créer des relations un peu tendues entre les propriétaires terriens et le gestionnaire de sentier ou les autres randonneurs. Donc, on fait attention et on s'informe à la source officielle. Ça vous permet de savoir l'état du sentier, son niveau de difficulté. Ça vous permet de savoir s'il est ouvert. Peut-être qu'il y a des périodes de fermeture. Il en existe. D'ailleurs, au printemps pour le dégel. À l'automne, certains sentiers vont fermer pour la chasse. Et ça vous permet surtout de vivre une activité qui est adaptée à vous, à votre rythme, à ce que vous voulez vivre ou faire découvrir aux personnes avec qui, les personnes qui vont vous accompagner pendant la randonnée. Alors voilà, ça c'était pour le point information. Maintenant, parlons de ce qu'on devrait apporter en randonnée pédestre. Bon, c'est certain qu'à différentes randonnées, probablement que le contenu du sac à dos peut changer. On va parler surtout d'une randonnée d'une journée, mais encore là, c'est possible de l'allonger, c'est possible de faire qu'une petite expédition de quelques heures. Il y a quand même des éléments de base qu'on devrait avoir avec soi en tout temps, même si on connaît le sentier, même si ce n'est pas la première fois qu'on va là, même si on est avec des gens très habitués, très expérimentés. Qu'est-ce qu'on amène dans le sac à dos? Bon, déjà, un sac à dos, c'est une bonne idée. Je ne vous donnerai pas ici les conseils pour bien choisir votre sac à dos. Dans les boutiques de plein air, on en a ici à Sherbrooke, les vendeurs sont compétents, puis ils vont vous conseiller. La première question qu'ils vont vous demander, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Ils sauront vous conseiller le bon équipement. Maintenant, qu'est-ce que j'apporte dans mon sac à dos? Quelques petites choses. Trousse de premiers soins, bien entendu. Vous partez en famille, vous êtes une grande famille, peut-être que la trousse pourra grandir un petit peu. Vous êtes seul, c'est d'avoir un minimum une trousse de premiers soins pour pouvoir soigner des petits bobos, une éraflure,
pouvoir se désinfecter les mains, pouvoir peut-être intervenir si quelqu'un d'autre se blesse. On a la trousse de premiers soins en tout temps. Et de nos jours, il s'est ajouté quelque chose d'essentiel dans les trousses de premiers soins qu'on ne voyait pas nécessairement avant. Vous les reconnaissez, vous les voyez dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire le masque et la petite bouteille de désinfectant. Ensuite de ça, là, ce sont mes instruments favoris. La boussole, certains vont dire ben ça, la boussole, c'est pour les ancêtres. Eh bien non, je me sers de la boussole, moi, fréquemment en randonnée. Pas parce que je me perds souvent, mais parce que je sais qu'elle peut m'apporter toutes sortes d'informations, confirmer mon itinéraire, confirmer dans quelle direction je vais. Et la carte des sentiers, je vous présente avec des exemples et pour vous inspirer peut-être plus tard la fin de semaine prochaine pour une randonnée. Carte des sentiers ici, les Montauk, forêt d'Omtar, chez les Sentiers de l'Estrie. Bien beau avoir une carte, il faut savoir la lire et l'interpréter. La carte est capable de nous dire en tout temps où est-ce qu'on se trouve sur le sentier, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains kilomètres, et puis est-ce qu'il y a des chemins qui existent, là, des chemins publics peut-être en cas d'urgence. Donc, carte des sentiers, c'est essentiel. Bon, le GPS, OK, on parle de technologie, c'est toujours utile. C'est pas nécessaire d'avoir un GPS si on sait bien s'orienter, mais ça peut agrémenter. Et si on va dans des sentiers plus éloignés, dans des milieux plus sauvages, moins fréquentés, ça peut devenir nécessaire. Oui, le GPS, mais s'il n'y a pas de batterie, ça ne sera pas très utile. Donc, on pense à avoir de l'énergie supplémentaire. Une lampe frontale, oui, je veux pouvoir m'éclairer. Ouais, mais j'ai prévu partir pour quelques heures, j'ai pas besoin de lampe frontale. On sait jamais. C'est sûr que l'été, les journées sont beaucoup plus longues, donc on a plus de temps pour peut-être faire notre balade ou pour les imprévus. En hiver, c'est pas la même chose du tout. Il fait noir très tôt. Donc, même chose, on a une lampe frontale au cas où et avec des batteries supplémentaires, c'est toujours une bonne idée. Les lunettes. Bon, lunettes de soleil, ça, c'est une question de style, hein, à chacun son style. C'est pour se protéger, en fin de compte, du soleil. C'est important en forêt de se protéger. Il y a peut-être des endroits où on va être plus à découvert. C'est sûr qu'en pleine forêt, sous la canopée, souvent, on est à l'ombre. On prévoit quand même lunettes de soleil, chapeau pour les mêmes raisons, pour se couvrir, pour éviter là, des soucis qui pourraient nous arriver parce qu'il fait trop chaud, parce qu'on a trop de soleil sur nous. On va aussi penser à avoir un imperméable. Eh oui, beau temps, mauvais temps. Moi, l'imperméable, je l'ai toujours dans le sac à dos. On ne sait jamais, ça sert aussi de coupe-vent. Je peux arriver au sommet d'une montagne à un point de vue pour mon lunch, mon pique-nique, puis finalement, il vente, il fait froid. Peut-être que j'ai transpiré, que je suis un peu humide. Donc, mon imperméable va me servir de coupe-vent. Et si jamais c'est une journée plus nuageuse, ben, je serai pas mal pris là, par les intempéries. Un chandail chaud, pourquoi pas avoir une petite laine supplémentaire. Il annonce 30 degrés, ça ne sera pas nécessaire. Il est dans le sac à dos, on ne l'oublie pas. Comme ça, parfois on ne défait pas notre sac à chaque fois, il est prêt, on veut être prêt à partir rapidement. On a toujours un chandail chaud dans le sac à dos. Est-ce que j'oublie quelque chose? J'ai amené aussi une bâche. Bon, ça va être peut-être plus pour les aventures un peu plus loin. Une toile abri, ça peut servir, surtout si on part avec un groupe. Si on part un peu plus à l'aventure, c'est sûr que ça ajoute du poids. Ce n'est pas un élément qui est essentiel. Encore faut-il être capable de monter une bâche, mais ça peut être très utile s'il se met à pleuvoir. Si jamais il arrive un incident, ça nous permet d'avoir un petit refuge, un endroit où est-ce qu'on se sent en sécurité pour peut-être patienter, attendre des secours. Donc, la bâche, là, c'est un petit extra. Et bien sûr, il faut pouvoir se nourrir. Donc, des collations, des lunchs, dépendamment pour combien de temps on part. Aussi bien d'en avoir un petit peu plus, choisir peut-être des ingrédients, des aliments qui sont légers, déshydratés, des noix, ça s'amène bien. Des fruits frais, c'est toujours réconfortant, ça donne un petit plus d'énergie. Par contre, pensez à apporter des fruits qui se conservent quand même assez bien. La banane dans le sac à dos, là, c'est pas l'idéal. La pomme, ça va bien. Les petites clémentines, c'est succulent aussi. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça, on est équipé au complet dans notre sac à dos.
On avait bien choisi notre sac à notre taille, le vendeur nous avait bien conseillé, puis on n'est pas obligé d'avoir le dernier sac à dos le plus high-tech pour partir en randonnée. Il faut avoir quelque chose qui est confortable, qu'on est capable de porter, qui soit suffisamment léger, mais qui contienne tout ce dont on a besoin. Parce que ce qu'on veut, c'est vivre une expérience agréable. On ne veut pas s'alourdir, mais on veut manquer de rien. Alors, c'est peut-être avec l'expérience aussi qu'on apprend à soit en enlever un petit peu dans le sac à dos ou en rajouter au besoin. Pour l'habillement, bon, ça se passe en forêt, la randonnée, la plupart du temps, ou même dans des plaines, dans des marais. On peut être à l'ombre, on peut être au soleil, on peut être sous la pluie. Et on est à la merci aussi des moustiques. De plus en plus, on parle des tiques. Savoir s'habiller en randonnée, c'est se couvrir de tout ça. Donc, l'été, il fait chaud, on a envie d'être en short, en t-shirt et en enlever le plus possible. Je vous dirais, la meilleure idée pour se protéger, vivre une belle expérience, on s'habille en long, pourquoi pas, une chemise légère. J'ai pas chaud avec ça. Je peux rouler les manches au besoin. J'ai des pantalons longs aussi. Ça me protège de tout ce qui peut m'arriver. Avec les enfants, peut-être que c'est plus difficile de les convaincre de s'habiller en long pour la randonnée. Choisissez vraiment des vêtements très légers. En plein été, le coton va être très agréable. En hiver, on va plutôt préférer des textiles synthétiques. Puis l'important, c'est vraiment d'avoir des... Pardon, d'avoir des couches de ce... Pardon. C'est d'avoir de l'option. C'est sûr qu'on ne part pas avec notre commode et tous ces tiroirs, hein, mais il faut pouvoir adapter notre habillement, en ajouter, en enlever tout en restant confortable. Avoir trop chaud en randonnée, avoir trop froid, ça vient un peu gâcher l'expérience. Donc, avoir un petit peu d'alternative dans le sac à dos. OK, donc maintenant, suivre son itinéraire. C'est certain que lorsqu'on part en randonnée, on veut revenir. Et on veut revenir en forme, on veut revenir avec une belle expérience. Je vous dirais d'abord si on part seul. C'est possible, hein? On va souvent vous conseiller de ne pas partir seul en forêt, c'est risqué. Bien sûr, la randonnée pédestre comporte des risques. Ce n'est pas une activité qui est sans risque, mais somme toute, les risques sont assez minimes. Première chose à faire si on part seul en forêt, c'est de s'assurer qu'il y a quelqu'un qui est au courant de où on va et quand on est censé revenir. Et choisissez bien cette personne-là pour être sûr que c'est quelqu'un qui va s'inquiéter si jamais vous n'êtes pas revenu. Et lorsqu'on part à plusieurs, bien, on va s'assurer que les gens qui nous accompagnent, on va s'assurer de bien connaître leur rythme, leur niveau, pour que tous ensemble, on vive une expérience, une randonnée qui est adaptée au niveau de difficulté. Suivre son itinéraire. Alors, j'arrive, départ de sentier, j'ai ma carte. Parfois, les réseaux de sentiers pédestres sont très bien signalés, parfois un peu moins. Il faut comprendre que certains gestionnaires de sentiers ont des ressources plus limitées. Aussi, la signalisation, comme c'est en pleine nature, bien, ça peut se briser, ça peut se détériorer. L'arbre sur lequel était affiché le panneau qui nous dit par où aller, il est tombé pendant la nuit. Bon, je donne un exemple comme ça. Alors, il faut pouvoir valider cette information-là. Dans quelle direction je devrais partir? La carte, la boussole, peut devenir utile à ce moment-là. Je suis censée prendre le sentier qui part vers le sud. Ben, c'est où le sud? Ah, il y a du soleil à midi, d'accord. La boussole pourrait être confirmée également. Et là, à chaque intersection, je vous dirais, il faut savoir douter. Il faut se permettre de s'arrêter un petit peu et pas juste continuer la tête baissée, mais s'arrêter aux intersections, valider, toujours avec la carte, en lisant la signalisation, l'information, qu'on part dans la bonne direction. C'est facile de se tromper. C'est très facile de se tromper. On suit notre instinct, on suit notre sens de l'orientation qui est parfois pas toujours idéal. Alors, on valide l'information, on prend le temps à chaque intersection de confirmer qu'on s'en va bien dans la direction choisie. Ça m'est arrivé d'avoir des gens au téléphone qui étaient en pleine forêt et qui cherchaient le bon chemin, qui ne comprenaient pas où ils étaient rendus. Puis à force de discuter et de poser des questions avec eux, je me suis rendu compte qu'ils avaient fait demi-tour sans s'en rendre compte. Donc, ça peut vous arriver à vous aussi. On prend notre temps en randonnée, on valide notre information. La carte de sentier va nous donner toutes les informations, quelles intersections s'en viennent devant nous. Avec les courbes de niveau, qui sont un élément qui sont sur les cartes topographiques, on est capable de voir est-ce que c'est une montée qui m'attend? Est-ce que c'est une descente? Est-ce qu'il y a un cours d'eau que je vais devoir traverser? Donc, en suivant son itinéraire, en sachant constamment où on se trouve par rapport à la carte,
mais je suis capable de me rendre compte que, oups, j'étais censée traverser un cours d'eau, par exemple, dans 500 mètres. Et là, ça fait plus de 30 minutes que je marche et je n'ai jamais traversé le cours d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être qu'on est en canicule et que le cours d'eau n'existe plus. Peut-être que je n'ai pas pris le bon chemin non plus. Alors, on valide sa position en tout temps. Et mon dernier conseil par rapport à ça, je vous dirais que faire demi-tour, c'est une option sécuritaire. C'est possible qu'il arrive toutes sortes d'imprévus qui fassent qu'on ne se rende pas à destination, qu'on ne l'atteigne pas le sommet de la montagne, le fabuleux point de vue. OK, on va être déçu. Mais de savoir faire demi-tour, de respecter ses limites, ça peut parfois sauver beaucoup de désagréments et empêcher des situations qu'on ne veut pas qui arrivent, d'avoir appelé des secours, de ne pas être capable de finir parce qu'on est épuisé, ou simplement d'avoir enlevé le goût à nos jeunes de nous suivre en randonnée parce qu'on les a amenés, on les a poussés un petit peu au-delà de leurs limites. Alors, savoir faire demi-tour. Maintenant, l'éthique en plein air. On en parle de plus en plus. La randonnée pédestre a attiré vraiment beaucoup d'adeptes, de nouveaux adeptes dans la dernière année, mais c'était de toute façon une activité très en hausse depuis les 10 dernières années. Ce qui veut dire que beaucoup de sites sont de plus en plus fréquentés. Certains gestionnaires de sentiers attirent jusqu'à 40, 50, 60 000 randonneurs. Et souvent, ça se passe sur à peu près les mêmes sentiers qui sont les plus populaires là, dans un réseau. On veut tous aller à la même place, on veut tous profiter du beau sentier dont on a entendu parler sur AllTrail et sur les groupes Facebook que nos amis nous ont vantés. Donc, c'est nécessaire d'avoir un comportement éthique, c'est nécessaire de savoir cohabiter les uns avec les autres, c'est nécessaire de devoir respecter l'environnement sur lequel on se trouve, d'y laisser la moindre trace, de ne pas y laisser la moindre trace que celle de ses pas. C'est nécessaire de connaître les consignes qui sont peut-être propres à un gestionnaire de sentier. Tout ça fait partie de l'éthique en plein air, l'éthique en randonnée pédestre. Rando Québec, qui est la Fédération québécoise de la marche, vient justement de remettre à jour son code d'éthique du randonneur dans un beau document. C'est le fun d'avoir ça sous la main, de le relire de temps en temps avant de partir pour peut-être se rappeler la bonne attitude, le bon comportement, comment bien se préparer afin d'être respectueux, parce que ce qu'on veut, c'est garder nos accès à la nature. Ce qu'on veut, c'est en avoir encore plus. On veut être capable de garder les droits de passage. On veut que nos parcs demeurent en bonne condition, que nos sentiers demeurent en bonne condition. Donc, de suivre ces conseils-là d'éthique, je pense que c'est nécessaire. Et parce qu'on n'a pas le choix de cohabiter là, tout le monde ensemble pour faire en sorte de profiter de plus en plus de ces sites-là. Puis je vous dirais, essayez de fouiller un peu plus et de trouver les sentiers qui sont peut-être moins populaires, dont vous avez entendu un peu moins parler. Ils risquent d'être moins fréquentés. Vous allez vivre une plus belle expérience aussi. Et peut-être que ça va alléger certains sentiers qui sont surachalandés ou est-ce qu'on pourrait perdre un petit peu de qualité d'expérience là, à force. J'espère que tout ça vous a donné le goût de partir en randonnée. J'espère que ça répond à des questions, quoi apporter, comment se préparer. Je vous invite, vous pouvez interagir en direct en posant vos questions, en émettant des commentaires. Avant de terminer, je vais vous parler un petit peu de l'aménagement de sentiers pédestres. Ça pourrait en surprendre plusieurs, mais il y a des coûts quand même assez importants à l'aménagement de sentiers. D'abord, pourquoi on aménage un sentier? Pourquoi c'est pas juste une trail en pleine forêt où est-ce qu'on coupe quelques arbres au besoin, qu'on enlève les branches mortes et qu'on pose des balises? Pour un sentier qui est très peu fréquenté, si on a jusqu'à 1000 randonneurs par année sur un sentier, on pourrait se contenter de ça. Il n'y aurait pas beaucoup d'impact, le sentier ne se dégraderait pas vraiment. Puis c'est à peine si on verrait la trace de pas là, de 1000 passages par année. Comme je vous disais tout à l'heure, certains sentiers reçoivent jusqu'à 60 fois ce nombre-là. Et ça va en augmentant. C'est donc nécessaire d'aménager des sentiers qui vont être soutenables, des sentiers qui peuvent soutenir une fréquentation importante et qui vont empêcher que l'environnement se dégrade, qui vont empêcher l'érosion, qui vont empêcher l'accumulation de sédiments là où il ne faut pas. Des sentiers aussi qui vont être sécuritaires. Les gestionnaires de sentiers ont quand même à être responsables de la sécurité des sentiers et des infrastructures. Alors, on aménage des sentiers. À Sentiers de l'Estrie, on le fait exclusivement à la main, à part la scie à chaîne, la débroussailleuse. On n'utilise que des outils d'excavation manuels. C'est un travail
très hors norme. On part chargé avec nos outils, puis on va niveler l'aire de marche. On va donner à l'aire de marche, on va donner à l'aire de marche une forme qui fait que l'eau va être chassée du sentier, puisque l'ennemi numéro 1 du sentier pédestre, c'est l'eau. Alors, les aménageurs de sentiers ont appris les techniques, le savoir-faire pour aménager une aire de marche qui évite l'érosion, pour aménager des infrastructures qui vont être solides, soit en pierre, soit en bois. Vous en avez sûrement vu dans les sentiers de l'Estrie, entre autres, rang 10 de Stoke, il y a un super sentier aménagé. Puis, si vous allez par là, arrêtez-vous un peu, puis admirez le travail. Comprenez que chaque pierre qui est placée ont été placées une à une et à la main. Donc, voilà, c'est pour ça, ça explique un peu pourquoi il y a des coûts, pourquoi on tient à nos sentiers et qu'on doit les fermer en période de dégel, par exemple. Et ça, c'est vraiment pour assurer la durabilité du sentier. S'il est fréquenté dans une période où le sol est très mou, bien, ça vient endommager l'aire de marche. Bien, c'est comme si tout l'argent qui avait été mis pour l'aménager, là, tout à coup, était jeté dans la boue. Le design de sentier, bien ça, c'est la première étape. Avant tout ce travail-là, dont je viens de vous parler un petit peu, le design de sentier, c'est des connaissances qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on va placer le sentier, où on devrait aménager le sentier pour qu'il soit, aménageable, qu'on soit capable de le créer et pour qu'il soit le plus durable possible. Donc, de plus en plus, les gestionnaires de sentiers investissent dans la planification, dans le design du sentier. Il y a beaucoup de connaissances qu'on avait probablement moins à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Beaucoup de nouvelles connaissances qui permettent de designer, de faire le tracé du sentier à l'endroit où le sentier va être le plus durable possible. Et ensuite, l'équipe arrive et puis voilà, c'est des heures et des heures de transport de matériaux, d'utilisation de cordes, de poulies, de chaudières, de transport de sol minéral et on aménage l'aire de marche. Et puis, si vous voulez des bons exemples, là, je vous répète, au Mont-Stoke, c'est parmi les sentiers les plus modernes qu'on a à Sentier de l'Estrie. Donc, j'espère que tout ça vous a donné le goût de partir, pas tout de suite, mais de partir en randonnée, d'en faire davantage, de vous informer et peut-être que ça vous aide à comprendre là, aussi toute l'énergie qui est mise dans l'aménagement de sentiers pédestres. Alors voilà, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions sur la page? C'est ce qu'on va pouvoir aller voir. Et puis, je vous invite à contacter les Sentiers de l'Estrie. On a des conseils pour vous. On a 200 km de sentiers à vous proposer. On a quelques informations aussi sur les autres réseaux pédestres. Hein. Peut-être que vous avez envie d'en découvrir à l'extérieur, mais on est capable de vous répondre. Je vous souhaite de très bonnes randonnées. Et les Sentiers de l'Estrie, ce qu'on dit, c'est qu'on vous fait marcher. Oui, donc Nadia, nous avions une question de la part. Ben, en fait, une question, c'est plus moi. C'est moi qui ai développé une question pendant la présentation. Vous avez mentionné un jour, quelqu'un m'a appelé, puis surprenamment, il avait remarché sur ses pas. En fait, est-ce que ça arrive fréquemment au Sentier de l'Estrie que les gens vous appellent et qu'ils sont en situation de panique, qu'ils sont perdus? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une situation parmi tant d'autres? Ben, j'espère que lorsqu'ils sont en panique, c'est pas moi qui appelle. Hein? Donc, les gens ont habituellement des bons réflexes. En Estrie, dans la région, c'est vraiment le 911 qui est la première action à faire si vraiment on est en situation de danger. Puis être en danger en randonnée pédestre, ben, c'est soit qu'on est gravement blessé ou soit qu'on est perdu, que la nuit va tomber, qu'il fait froid et que le fait d'être perdu risque de nuire à notre intégrité. Donc, mais ça m'est arrivé quelques fois que les gens appellent, sont donc pas en situation de panique, mais là, ils ont envie de parler à quelqu'un, ils savent plus trop où ils sont rendus. Parfois, ils ont la signalisation devant eux, la carte, mais ils ne comprennent plus. Ils ne comprennent pas où est-ce qu'ils sont. Une fois, c'était un couple, l'homme et la femme, là, puis chacun avait une interprétation différente du bon chemin où aller. Alors, il a fallu que je tranche. Et puis, je ne vous dirai pas qui avait raison, là, finalement. Fait que ça arrive de temps en temps, mais on n'est pas toujours au bout du fil là, pour vous aider.
OK. Et justement, en situation de panique, bon, je m'en vais monter un mont avec mon copain, puis surprenamment, là, on se perd. Est-ce que vous avez des références autres que, bon, la carte que finalement on n'arrive pas à comprendre? Est-ce que vous avez des idées qui vous viennent comme ça de ressources qu'on peut téléphoner? En fait, moi, je crois qu'en dernier recours, le téléphone, si on a du réseau, c'est pas mal la seule solution. Internet qui n'est pas disponible nécessairement partout. Donc, au niveau appel téléphonique, là, excepté le 911, qui est-ce qu'on appelle? Ben, je le répète, vraiment en situation de danger, c'est le 911, puis là, c'est les OK. premiers répondants, tous les secours en milieu éloigné qui vont se mettre en branle. Euh, Sinon, ben, c'est sûr que si on a des bons amis qui connaissent le sentier, ça peut être une option, mais je pense que tout est dans la préparation préalable. On devrait savoir où on s'en va, on devrait savoir où on est, puis il faut minimiser un maximum ces situations-là. Ça peut arriver de se perdre, mais souvent ça arrive parce que on est sûr de soi, ça arrive parce qu'on ne valide pas notre itinéraire au fur et à mesure, ça arrive parce qu'on prend ça arrive parce qu'on prend des risques. Une bonne façon aussi là, d'éviter ces risques-là, de les diminuer, bien, ce serait de se former en carte et boussole. Sentier de l'Estrie donne des formations de carte et boussole. Il existe plein de petits tutoriels aussi sur YouTube pour apprendre à utiliser la carte, la boussole. Bon, mais justement, Nadia, tu as répondu à ma question au niveau de votre organisation qui offre des formations. Donc ça, cher public, notez-le, là, un organisme de la région qui est là pour vous, pour vous donner davantage de ressources pour ceux qui ont vraiment du plaisir là, à faire de la randonnée en forêt. Et question de parler un peu d'interaction au niveau des commentaires sous notre vidéo. En fait, j'aimerais remercier Marcel Plamondon qui dit bravo pour cette idée merveilleuse sur l'environnement. Bien, Marcel, ça nous fait plaisir d'offrir cet événement tout au long de la journée, donc profitez-en au maximum. Et on a aussi Nathalie Soriol qui dit j'aime beaucoup l'application All Trails pour donner de nouveaux sentiers. Donc, Nadia, je sais que tout à l'heure, tu en as parlé un peu. En fait, est-ce que tu aurais un peu d'informations sur cette application-là? Est-ce que c'est disponible sur les mobiles, donc dans Google Play? Donc, est-ce que tu aurais davantage d'informations là, sur cette application-là qui se nomme All Trails? C'est une application qui est très populaire. J'en entends beaucoup parler. L'application elle est disponible là, sur cellulaire. J'en connais pas tous les détails. Il y a une version gratuite, il y a une version payante qui va donner plus de fonctionnalités. Mon point est vraiment oui, vous servir de ça si ça vous permet d'être plus souvent en nature, si ça vous permet de découvrir des endroits, mais c'est vraiment d'être prudent parce que l'information qui est là-dessus n'est pas nécessairement vérifiée, elle n'est pas nécessairement validée officiellement. Par les gestionnaires de sentiers. À Sentier de l'Estrie, j'ai un bénévole très impliqué, j'en ai plusieurs, qui nous a proposé d'aller suivre un petit peu ce qui se passe sur All Trail concernant les sentiers de l'Estrie. Mais on n'a pas les ressources nécessaires pour vraiment s'assurer que tout est vrai, tout est à jour. Donc, découvrez-les, l'application, allez faire un tour, mais ayez en arrière de la tête qu'il faut valider ces informations-là.